On commence aujourd'hui les travaux en fait, de notre commission d'enquête qui a été installée la semaine dernière sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, puisque tout est lié, de la production à la dispensation. Pour cette première audition, nous recevons Madame la professeure Dominique Le Guludec, qui est présidente de la Haute Autorité de Santé, et Madame Fabienne Bartoli, directrice générale de la HAS. Vous m'autoriserez à dire HAS pendant mes propos. D'ailleurs, quand on dit HAS, les gens se repèrent plus vite qu'avec Haute Autorité de Santé, souvent. Et donc, merci beaucoup de vous être mobilisés dans un délai aussi bref. Donc, si la HAS n'est pas directement responsable du suivi et de la gestion des pénuries, elle est toutefois chargée d'évaluer le service attendu des médicaments et d'émettre des avis sur leurs conditions de prescription ou d'utilisation, rôle éminemment important et majeur. Au-delà, la HAS contribue à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé. C'est pourquoi il nous semblait intéressant de vous auditionner le plus tôt possible, le plus précocement possible dans le cadre de cette commission d'enquête, afin d'entendre d'emblée une analyse des conséquences des pénuries sur la prise en charge des patients, puisque on ne traite pas qu'une question quantitative, on traite bien évidemment une question de santé publique. La HAS émet aussi des recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé et certifie les hôpitaux. Sans doute pourrez-vous nous éclairer également sur la manière dont les difficultés d'approvisionnement affectent les stratégies thérapeutiques, ce qui intuitivement paraît assez logique, et plus largement le travail des professionnels de santé. Nous vous interrogerons sur la meilleure manière de les accompagner et nous souhaiterions, Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, que vous puissiez formuler dans une brève présentation introductive vos principaux constats sur la situation actuelle et sur le rôle de la Haute Autorité de Santé, sur le rôle qu'elle peut être amenée à jouer dans la prévention des pénuries ou les réponses à y apporter, en sachant que cette question des pénuries n'est pas une question tout à fait récente, même si elle a connu une acutisation particulière pendant la période hivernale de la triple épidémie. Je passerai ensuite la parole donc à Laurence Cohen, notre rapporteure de notre commission d'enquête. Et je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera l'objet, bien évidemment, d'un compte rendu publié. Avant de vous passer la parole, Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et je vous invite toutes les deux à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Madame la Présidente et Madame la Directrice, vous avez la parole pour une intervention liminaire, et ensuite nous passerons la parole donc à notre rapporteure de façon à ce qu'elle puisse lancer les échanges. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices. Merci de votre invitation. J'avais déjà été auditionnée avec le professeur Norbert Ifra en 2018 sur le même sujet, par la Commission des affaires sociales du Sénat, puisqu'en effet, comme vous le dites, il ne s'agit pas d'un problème récent, mais il s'agit d'un problème qui s'aggrave. Et il est clair que les pénuries de médicaments que nous vivons sont de plus en plus récurrentes. Et vous avez vu que c'est une préoccupation majeure dès lors que ce sont des maladies graves qui sont concernées, ou a fortiori nos enfants. Il est évident qu'elles entraînent des conséquences en matière de santé, santé pour les patients directement, mais également santé publique, par exemple quand il s'agit de vaccins, mais également probablement un gaspillage de temps médical. Donc vous savez pourtant qu'en ce moment, il est particulièrement précieux vu les difficultés RH que rencontrent notamment nos hôpitaux. Alors, je tiens à dire quand même de façon préliminaire que nous n'avons pas, bien que ce sujet
soyons particulièrement sensibles à ce sujet, puisqu'il impacte directement la qualité des soins. Nous ne disposons pas, la HAS, à rebours de la NSM, comme vous l'avez dit, de compétences dans la gestion des pénuries, qu'elles soient de vaccins ou de médicaments. Donc nous n'avons pas réellement de vision quantitative ou qualitative fine sur ces phénomènes. La HAS est amenée à intervenir dans des situations particulières dont je vous donnerai quelques exemples. Un peu plus tard, on pourra en revoir. Par contre, la HAS est en charge de la politique vaccinale et donc nous sommes régulièrement amenés à ajuster, modifier la stratégie vaccinale pour répondre à des situations potentielles de pénurie. Alors, quand il y a une pénurie de vaccins, en effet, nous proposons soit des modifications de la stratégie, soit des priorisations, soit même des ajustements de schéma vaccinal. Et puis, on l'a vu pendant la crise Covid, on ne peut pas dire que c'était une pénurie, mais c'était une arrivée de doses progressive, donc une pénurie relative par rapport aux besoins, je dirais. Eh bien, des priorisations de populations à vacciner dans des cas particuliers. Alors, on peut citer aussi la vaccination contre les infections à pneumocoque qui s'était produite et qui nous avait amené c'était en 2018, il y avait eu des fortes tensions d'approvisionnement en vaccins Pneumovax. Et nous avions été saisis donc par le directeur général de la santé pour prioriser les populations qui devaient bénéficier de cette vaccination. Et puis déterminer le schéma vaccinal transitoire qui permettait de garantir l'accès à cette vaccination pour ces populations. C'est un exemple. Alors, à cette période-là, la HAS avait déjà déploré les épisodes répétés de rupture d'approvisionnement, de vaccins en particulier, et les difficultés que ça peut engendrer sur la mise en œuvre de la stratégie vaccinale et de la couverture vaccinale. Et nous avions insisté pour que les dispositions soient prises pour limiter ces ruptures et travailler sur la transparence quant à leur cause. Donc on avait, dans cette recommandation, déterminé les populations prioritaires et de même, à nouveau, sur le pneumocoque, pendant la crise Covid, au début de la crise, nous avons repriorisé les personnes susceptibles de bénéficier de cette vaccination pneumovax, puisque là encore, en mars 21, vu le contingentement de cette spécialité, il fallait gérer au mieux les doses que nous avions. Et donc nous avions rappelé les populations prioritaires dans un cas où la situation de pénurie se maintiendrait au-delà des mesures de confinement. Encore une fois, un autre exemple de pénurie relative, et on reparlera des différentes causes de pénurie, c'est la stratégie vaccinale que vous avez pu voir se mettre en place pendant le Covid. Et en effet, les populations prioritaires que nous avions déterminées dépendaient au fil de l'eau des doses que la France recevait. Et donc, évidemment, en élargissant la population prioritaire en fonction des doses. Voilà. Alors, parfois, sur saisine, nous pouvons également répondre aux alternatives lorsqu'un produit est en pénurie. Par exemple, mais c'est de façon marginale par rapport à la NSM. En 2016, il y avait une pénurie de technetium 99, qui est un produit radioactif qui permet de faire des examens qui sont essentiels. Et la NSM, avec les sociétés savantes, avait priorisé, géré cette pénurie de technetium. Nous avions été, par exemple, interrogés sur une situation très particulière qui est celle de la femme enceinte quand il y a une suspicion d'embolie pulmonaire, puisque le scanner il y a des alternatives à cet examen, mais qui peuvent être plus irradiantes. Et donc, il était nécessaire de bien déterminer la procédure, les bonnes procédures, la bonne prise en charge d'une femme avec une suspicion d'embolie pulmonaire, d'une femme enceinte. Voilà, donc avec des situations assez particulières sur lesquelles nous sommes interrogés pour faire face
aux alternatives possibles et aux bonnes conduites à tenir en situation de pénurie. Dans ce que fait l'HAS, en dehors de ces interventions, qui sont, comme vous le voyez, assez ponctuelles, dans le Covid, je citerai aussi, nous sommes intervenus, vous savez que pendant le Covid, la HAS a pris l'initiative pour aider les professionnels qui étaient extrêmement gênés dans leur pratique et très perdus dans leur pratique, soit liés au confinement, soit à la pathologie elle-même. Nous avions fait ce qu'on appelle des réponses rapides, c'est-à-dire ce sont des recommandations très rapides qui n'ont pas toute la base scientifique qui est une recommandation de la HAS habituelle, mais qui est faite avec des professionnels, avec des patients, toujours avec les mêmes méthodes de rigueur et puis d'absence de lien d'intérêt, de contrôle déontologique, mais de façon très très rapide, c'est-à-dire qu'on a un groupe de travail qu'on a mobilisé en permanence. Et nous avions été sollicité pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation à un moment où le midazolam était très en pénurie, enfin pas en pénurie, c'était une augmentation des besoins en tension. Là, il s'agissait d'une augmentation de besoins massive. Et donc d'un usage parcimonieux et des alternatives possibles à l'usage du midazolam dans nos réanimations ou dans les soins palliatifs. Donc nous avions effectué ce type de travail pour aider les professionnels à mieux gérer ces patients. Un dernier exemple qui me paraît intéressant, avant de peut-être reprendre le questionnaire et répondre plus précisément à vos questions, c'est ce que nous faisons par rapport au logiciel d'aide à la prescription et à la dispensation. Et nous intervenons sur des systèmes d'aide à la décision indexée par médicament. Ça s'appelle des SAM dans le jargon, que les pharmaciens connaissent bien et les médecins connaissent bien également. Et en pénurie, par exemple, très récemment, on peut nous demander, alors qu'est-ce que c'est que ces systèmes d'aide à la prescription? C'est en fait des pop-up qui apparaissent dans les logiciels métiers des médecins quand ils vont prescrire un médicament. Et un message peut leur être délivré. Et par exemple, attention, ça peut être une contre-indication, enfin en temps normal, ça peut être une aide à la prescription, les alerter sur certaines choses, et là, on peut les alerter sur le bon usage et ou les alternatives. C'est-à-dire qu'en situation de pénurie, pour l'amoxicilline, nous avons fait un tel logiciel très rapidement, de façon à pouvoir chaque fois déjà éviter toutes les mauvaises utilisations, puisque voilà, il y en a, la pertinence des soins, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et donc il y en a. Donc déjà, favoriser la bonne utilisation, et puis encourager les alternatives, faire respecter les durées de traitement, etc. Ces logiciels qui sont destinés à être intégrés, ces petits pop-up qui sont destinés à être intégrés dans les logiciels d'aide à la prescription ou à la dispensation pour les pharmaciens, prescription pour les médecins, dispensation pour les pharmaciens, sont extrêmement utiles. En particulier, nous, on les utilise, enfin, ils nous semblent très intéressants pour ce qui est de la pertinence des prescriptions, évidemment. Mais ils peuvent être difficiles à implémenter parce qu'ils dépendent évidemment des éditeurs de logiciels et de leur rapidité d'intégration de ces outils numériques d'aide aux professionnels dans les logiciels. Voilà. Donc en fait, nous faisons, nous veillons, enfin nous publions ces outils, mais ensuite, après, il faut qu'ils soient intégrés dans des logiciels. Et peut-être que là, il y a quand même, à mon avis, des outils qui pourraient être mieux utilisés dans cet usage. Alors, pour revenir de façon plus globale aux pénuries, ce que nous constatons à l'HAS, c'est qu'il y a plusieurs situations de pénurie. Il y a une situation qui est d'augmentation conjoncturelle extrême de la demande. Ça, c'est une chose. Mais c'est un cas un petit peu particulier. Il y en a d'autres qui sont également conjoncturels
qui sont liées à un problème de survenue dans un processus de fabrication complexe, et donc qui ne résulte pas ni d'une stratégie de laboratoire, ni d'une modification de la demande dans ce médicament. Par exemple, pour des vaccins vivants, vous savez que c'est un processus de fabrication qui est très complexe, hein, et il peut y avoir des soucis dans la chaîne de production, et donc on peut se retrouver à court de vaccins liés à des problèmes dans la chaîne de production. Et ce n'est pas rare. Une autre cause, par contre, qui est totalement différente de ces deux premières causes, c'est celles qui peuvent résulter d'un désintérêt des industriels pour des vaccins anciens. Alors, je cite vaccins, mais ça pourrait être totalement superposé aux médicaments, et qui sont considérés comme peu rémunérateurs, alors qu'ils conservent une place importante dans la stratégie thérapeutique, qu'elle soit de traitement ou de vaccination. Et donc les indications peuvent rester importantes pour des vieux médicaments qui sont anciens et qui donc n'ont pas du tout les prix des médicaments qui arrivent sur le marché. Et puis enfin, il y a une dernière cause de choix, qui sont des choix commerciaux des laboratoires, de pousser ou pas un médicament, des choix qui leur appartiennent dans leur stratégie, je dirais, d'entreprise, et également des choix dans la répartition des stocks entre pays, qui peuvent évoluer au gré de nombreux facteurs. Alors, je ne suis absolument pas en capacité de vous livrer des éléments quantitatifs sur chacune de ces situations, mais quand même, on peut constater que les augmentations, encore une fois, en dehors des augmentations de demande aiguës, les processus liés des problèmes liés à la fabrication des produits deviennent de plus en plus fréquents. Même si ça ne fait pas partie de nos missions, une des pistes d'amélioration qui nous semble vraiment devoir être creusée, c'est vraiment la collaboration européenne entre États. Parce qu'il y a ce qui peut être géré au niveau de la France, entre l'ANSM, dont c'est la mission, et aidée par toutes les autres agences, mais je dirais que le problème est général, et qu'une gestion au niveau européen a davantage de chances d'être efficace. Alors, cette démarche a déjà commencé, hein, quand même. D'abord avec l'Agence européenne du médicament, qui s'est vue donner des nouvelles missions sur ce sujet. Et puis, la nouvelle entité ERA, hein, qui pourrait avoir aussi un rôle à jouer pour des achats groupés, mais là, dans des situations un petit peu particulière. Pour ce qui est de la raison économique, il est clair qu'elle ne peut pas être exclue, mais qu'il n'est pas du tout certain que remonter les prix de ces médicaments suffirait à faire régresser les pénuries. Vous savez que les stratégies des laboratoires sont, en particulier sur la production, sont très liées à des phénomènes mondiaux. Et donc, une augmentation des prix en France n'aurait qu'un impact probablement modéré. Et puis enfin, pour tout ce qui est pénurie inévitable, c'est-à-dire qui de toute façon peuvent survenir comme les problèmes dans les process de fabrication, ce qui nous semble vraiment important, dans la mesure où on ne peut pas les éviter, c'est de les anticiper au mieux. De façon à se proposer des stratégies alternatives, que ce soit vaccin dans un calendrier vaccinal, que ce soit médicaments pour le traitement, et voilà, d'informer les professionnels, les patients, et d'avoir, je dirais, prêt des stratégies alternatives. Maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, ce sont quand même des raisons très complexes, multifactorielles,
et qu'il y a autant de situations quasiment que de pénuries, et que donc des solutions globales, je dirais un peu magiques, malheureusement, voilà, ne sont pas évidentes, puisque les raisons ne sont pas, sont souvent associées. Il y a plusieurs, voilà. Voilà, comme propos liminaire, je ne voulais pas prendre davantage de votre temps. Et voilà, après, on peut rentrer dans vos questions, dans le vif des questions. Je ne savais pas qu'on était les premiers auditionnés, donc parce que j'ai pas fait de, je dirais, de tableau de la situation. Hein, d'abord parce que je pense qu'elle ne m'appartient pas, mais et puis que encore une fois, notre rôle à l'HAS est relativement modeste sur ce domaine. Non, c'est parfait ce que vous avez exprimé. Merci beaucoup de ces propos liminaires déjà assez complets et denses. Donc je vais laisser ma collègue Laurence Cohen, rapporteure, nous faire présenter ses questions et donner ses éléments de dialogue. Bon, merci Madame pour ce propos liminaire. Et effectivement, il faut bien commencer une commission d'enquête, donc vous êtes les premières à commencer donc à nous apporter un certain nombre de réponses. Vous avez reçu un questionnaire qui est extrêmement complet, qui est très fouillé. Il y a une douzaine de questions. Vous avez vu que vous pouvez y répondre par écrit parce qu'effectivement, elles nécessitent d'approfondir chacun des aspects qui vous sont posés. Mais à la lumière de ce que vous avez dit, Madame, permettez-moi peut-être d'insister sur quelques points. Certains figurent d'ailleurs dans les questions qui vous ont été remises, mais pas toutes. Effectivement, vous êtes positionné d'emblée, j'allais dire, sur la problématique vaccinale, puisque c'est votre terrain, si je puis dire, plus de compétences par rapport à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais il y a quand même des similitudes qu'on peut tout à fait appréhender, d'ailleurs que vous avez souligné, entre les pénuries de certains médicaments et également les pénuries ou le manque, ou etc., au niveau des vaccins. Donc moi, j'aimerais à ce propos vous poser peut-être quelques questions, c'est-à-dire que vous avez dit notamment parmi les causes qu'elles sont multifactorielles. Je crois que là, on partage tous et toutes ce point de vue. Et parmi les causes, vous avez dit, bon, il y a la question des problèmes sur les chaînes de production. Je pense que c'est d'autant plus vrai pour les vaccins parce que c'est quand même très, très spécialisé. Il y a quand même une concentration aussi, une restriction, ou je sais pas, un rétrécissement plutôt, du nombre des usines qui assurent la production. Du coup, quand il y a un problème sur une des chaînes, eh bien, ça entraîne des conséquences qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Donc, des problèmes sur les chaînes de production, des intérêts, vous avez dit, de la part des industriels, pour certains produits qui apparaissent comme peu rentables. Et troisième chose, les choix commerciaux au niveau des laboratoires. On peut tout à fait le transposer ça au niveau des médicaments. Et je voudrais peut-être avoir un petit peu un approfondissement sur les vaccins et les produits qui apparaissent comme peu rentables. Parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement peu rentable? On a entendu à plusieurs reprises le fait de dire que bon, il suffirait d'augmenter les prix et puis tout d'un coup, comme par miracle, les choses rentreraient dans l'ordre. On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, j'aimerais avoir des précisions sur qui est-ce qui considère que tel ou tel produit est rentable, parce qu'il y a la rentabilité financière, mais il y a aussi la réponse aux besoins des populations. Il peut y avoir une dichotomie d'ailleurs entre les deux. Donc, avoir votre point de vue et savoir si la HAS est en capacité à les pouvoirs d'intervention à ce moment-là pour remettre un peu un certain cadre par rapport à ces difficultés.
Ensuite, j'aimerais bien aussi peut-être que vous nous disiez finalement le fait que ces choix puissent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur les pertes de chance au niveau des patientes et des patients. Donc, avoir là aussi votre expertise concernant ces éléments. Troisième volet, peut-être que j'aimerais vous voir approfondir, c'est concernant la constitution de stocks. Parce qu'on parle beaucoup, et on en a encore parlé là, puisqu'on a fait une visite dans une pharmacie, les stocks. Donc on dit 2 mois sur les médicaments, mais en fait, on a appris, nous, en tant que législateurs, que en fait, c'est purement déclaratif. C'est-à-dire qu'on déclare qu'effectivement, il y a 2 mois de stock, mais visiblement, il semblerait, je vais employer un conditionnel, qu'il n'y ait pas de contrôle et que les déclarations soient crues et que les stocks soient avérés ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur cette question particulière? Et puis, est-ce qu'au niveau donc, des vaccins comme des médicaments, vous nous avez dit que vous aviez des recommandations pour essayer d'abord d'encourager les bonnes pratiques, bien évidemment, éventuellement de fournir un certain nombre de pistes, on va dire, alternatives, mais là encore... sur quel médicament ou vaccin particulier? Est-ce qu'il s'agit de traitements qui sont, on va dire, anciens, considérés comme peu rentables, etc., ou non, il n'y a pas de différence entre ces médicaments-là ou ces vaccins-là et ceux qui sont plus récents et plus rentables? Est-ce que vous voyez des différences? Et peut-être enfin une dernière question, c'est à la lumière de votre expérience, en plus de ce qu'on vient de vivre avec la Covid, quelles sont de manière plus pointue les propositions que vous pourriez faire sur la gestion justement de ces pénuries, parce que de notre point de vue, on pense qu'elles peuvent être améliorées, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur une commission d'enquête. Donc, est-ce que vous avez, vous, des propositions précises qui vont aussi dans ce sens? Je vous remercie. Alors, pour votre... c'est bon. Madame la Présidente, puis Madame la Directrice générale, si elle souhaite se joindre. Alors, pour ce qui est de la rentabilité d'un produit, alors là, je dois vous dire que je ne crois pas que je sois la bonne personne à qui il faut demander comment un laboratoire juge que son produit est rentable ou pas rentable. Ce que je peux, moi, dire, c'est comment sont fixés les prix des médicaments et quelle est l'intervention de l'HAS dans cette fixation de prix. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de médicaments nouveaux qui arrivent par rapport à... J'ai passé 45 ans à l'hôpital, je peux vous dire que ces 5 dernières années n'ont rien à voir avec les décennies passées. Et il y a un nombre d'innovations et de médicaments extrêmement importants qui arrivent. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces médicaments innovants, tout à fait intéressants, les vaccins du Covid en sont un bon exemple, ARN, messager, arrivent à des prix inédits. Et que ce soit des vaccins, des anticancéreux, tout ce que vous voulez, les médicaments arrivent à des prix très très chers. Alors, nous ne sommes absolument pas en charge de fixer les prix, mais par contre, la Commission de la transparence juge ces produits une fois qu'ils ont une autorisation de mise sur le marché, par soit la NSM, soit l'EMA au niveau européen. L'autorisation de mise sur le marché, elle dit juste ce médicament peut être commercialisé en Europe, ok, ou en France. Et en général, c'est sur, oui, il fait ce qu'il prétend faire et avec des risques acceptables. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Ça, c'est du domaine des agences régulatrices que sont l'ANSM ou l'EMA au niveau européen.
Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est pour un État donné, pour un État membre, dont la France évidemment, c'est est-ce que je souhaite rembourser ce médicament, c'est-à-dire qu'il soit pris en charge par la collectivité, et dans ces cas-là, à quel tarif? Et ça s'appuie sur... C'est le rôle de la HAS, par sa commission de la transparence, qui a 2 critères. Un qui évalue le service médical rendu. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui rentre comme critère pour évaluer, et qui dit oui, ce médicament, bon, a un service médical rendu faible, puisqu'il y a 3 taux de remboursement, hein, nul, donc non remboursé, faible, modéré ou élevé. Beaucoup de médicaments étant encore quand même pris à 100% pour les patients en ALD, même quand ils ont un taux de remboursement plus réduit. Donc déjà, c'est la première chose que cette commission dit. Faut-il ou pas rembourser et à quel taux? Et puis, le deuxième critère, c'est l'amélioration du service médical rendu. C'est-à-dire, ce produit qui arrive, comment se situe-t-il par rapport aux anciens? Est-ce que dans la stratégie thérapeutique, il apporte un mieux pour le patient? Parce que tout ce qui arrive, qui est nouveau, n'est pas forcément une innovation utile au patient. Et ce critère-là s'appuie sur 2 choses. La quantité d'effets du nouveau produit comparé aux anciens, et la qualité de la démonstration avec laquelle le laboratoire vient. Or, et c'est important de le savoir, avec cette... énorme activité d'innovation de nouveaux médicaments, avec le fait que ces médicaments arrivent de plus en plus vite auprès, je dirais, des patients, enfin, et l'accès aux patients soit accéléré. Vous avez en France des processus qui permettent même de les prendre en charge dans des maladies graves en amont de l'AMM, hein, c'est-à-dire c'est ce qui a remplacé les Athénus, c'est les autorisations d'accès précoce, donc qui peuvent être 1 an avant l'AMM, hein, sur des données très préliminaires, et ensuite avec des prises en charge également en accéléré. Et l'EMA qui donne des AMM de plus en plus conditionnels. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des critères durs, je dirais que le degré d'incertitude avec lequel arrivent ces médicaments à la commission de la transparence n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est pour ça que cet ASMR varie selon à la fois la quantité d'effets, l'amélioration et de l'effet, et la qualité de la preuve qui parfois est défectueuse. C'est avec cet ASMR, ce SMR et cet ASMR, avec ces 2 indicateurs, qu'ensuite le CEPS va fixer les prix d'un médicament. Voilà. Donc il va négocier, c'est de la négociation avec les industriels qui là n'appartiennent plus à l'HAS et qui va fixer les prix. Alors évidemment, un nouveau médicament qui arrive aujourd'hui avec des innovations risque d'être valorisé de façon beaucoup plus importante qu'un médicament ancien qui a été évalué il y a quelques années dans un contexte totalement différent. Donc ça, je dirais que l'intervention de la HAS sur le prix, c'est là qu'elle se situe. Ensuite, la négociation, elle se passe ailleurs. Alors après, est-ce qu'il faut, des questions qui peuvent se poser, c'est est-ce qu'il faut intégrer dans ces critères le fait que, par exemple, le médicament soit fabriqué en France? Est-ce qu'il faut intégrer d'autres critères dans cette négociation de prix? Ça c'est plutôt du ressort du CEPS. Voilà. C'est pour vous situer exactement ce que fait chacun, parce que je crois que c'est important que le rôle de chacun soit là. Voilà. Fabienne, vous voulez peut-être compléter? Oui, enfin, juste peut-être pour rappeler que dans certains cas précis, on ne peut pas évidemment vous dire, parce qu'on n'est pas dans les comptes des entreprises, hein, pour savoir ce qui est rentable, etc. Et on ne veut surtout pas y être. Mais si vous voulez, en revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des vieux produits qui sont sur le marché depuis très longtemps et dont le prix est relativement bas. Et que potentiellement, j'imagine, mais ça c'est les discussions que le ministère doit avoir avec les industriels, il est possible qu'un certain nombre de coûts qui aient augmenté ne soient pas totalement reflétés. Parce qu'il y a des très vieux médicaments dans des niches, parfois ça arrive. Voilà. Mais peut-être que sur ce point, en tout cas, c'est clair que de toute façon, ce n'est pas du tout dans le ressort de la Haute Autorité de Santé et des décrets avec lesquels on fait des évaluations qui doivent être vraiment faites selon des critères scientifiques et médicaux.
comme Dominique vient de l'expliquer. Alors, pour ce qui est des pertes de chance, elles sont indéniables quand il manque d'un anticancéreux qui, même s'il n'est pas tout récent, fait partie des protocoles de chimiothérapie des patients et qu'il faut trouver des alternatives quand il s'agit d'infectieux qui manquent un antibiotique alors qu'on sait que ce germe est sensible à cet antibiotique. Quand on parle de médicaments d'anesthésie-réanimation, je parlais du midazolam pendant la crise, mais bon, ça peut être hors crise. Les traitements des greffés, par exemple, sont particulièrement sensibles parce que c'est des traitements qui ne peuvent pas être arrêtés, c'est des traitements au long cours, mais qui ne peuvent pas être interrompus. Voilà, donc il y a des risques, il y a des pertes de chance qui sont plus importantes, évidemment, plus la maladie est sévère ou plus le traitement est indispensable. Je veux dire, mais on ne peut pas le nier. Voilà, ça fait partie. Alors, évidemment, ce que nous, là, quand nous sommes sollicités, c'est pour, dans certains cas particuliers, trouver des alternatives qui, justement, limitent les pertes de chance. C'est-à-dire pour minimiser au plus ces pertes de chance. Vous m'interrogez sur les stocks. Alors là, nous ne sommes vraiment pas en charge des stocks. Nous n'avons pas vraiment de vision. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que ça dépend aussi. Il y a des inspections qui sont faites chez les grossistes répartiteurs par les ARS. Et donc, en tout cas, c'est plutôt eux qui auraient une vision sur l'état de ces stocks. En tout cas, oui, ce que vous ont dit ces pharmaciens, en effet, sur le fait que ce soit déclaratif et que ça n'est pas forcément inspecté, ça peut l'être. Et si vous voulez, l'inspection de toute la chaîne grossiste-répartiteur qui alimente les pharmaciens, les pharmaciens officinaux, c'est dans les ARS, les pharmaciens inspecteurs qui sont en charge de cette inspection. Mais vous pourrez poser la question à l'ANSM qui surveille. Voilà. Alors, donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les questions que j'ai posées, c'est-à-dire que je n'ai pas pensé que l'agence, que la Haute Autorité de Santé avait des compétences là-dessus. La question que je vous ai posée n'est pas celle-ci. La question est plutôt avec votre expérience et avec votre expertise, de votre point de vue à vous, pas de celui de l'agence ni de l'ARS, ni on va les interroger, il n'y a pas de problème, mais par rapport à vous, qu'est-ce que vous pensez en termes de stock qui pourrait sécuriser ? C'est juste ça. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de recul ou je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas qualifier, mais c'est plus par rapport à vous, parce que vous avez quand même un retour, en tout cas au niveau des vaccins, et vous pouvez à peu près, avec, peut-être pas de façon exhaustive, mais pouvoir dire qu'on serait plus sécurisé si, voilà, mais peut-être pas. Mais voilà, qu'on reste sur... c'est votre champ de compétences que j'interroge, pas celui d'autres. Voilà, merci. Déjà, la législation en 21 avait prévu des stocks. Si mes souvenirs sont bons, c'était 4 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et donc, alors ça se limitait aux produits qui avaient fait l'objet de pénurie dans les 2 ans précédents. Donc, c'est peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, la démarche avait démarré à ce moment-là pour essayer, je dirais, de cadrer les stocks nécessaires. Donc, peut-être faut-il élargir cette disposition et je crois que nous participons à un comité interministériel sur le sujet qui cherche des solutions et en effet l'authentification de quels médicaments, lesquels, la constitution d'une liste, je dirais, des médicaments prioritaires pour lesquels il serait important d'avoir ces stocks va être constituée.
peut-être que... alors, il faut voir si les critères, les modalités de définition de ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, est-ce qu'ils permettent de couvrir l'ensemble dont la rupture pourrait constituer une perte de chance. Ça, il faut vraiment... Ça mérite d'être travaillé. Je crois que ça va l'être. Et voilà, nous participerons à ces travaux. Ensuite... cette législation, est-ce qu'elle est appliquée déjà? Alors peut-être l'étendre, mais est-ce qu'elle est appliquée? Et là, en effet, c'est du ressort peut-être d'inspection, et puis de pénalité. Le problème, c'est... Alors là, c'est vraiment un peu personnel, mais le problème, c'est que les industries pharmaceutiques, les industriels sont des compagnies mondiales maintenant, multinationales, pour lesquelles le marché français n'est pas un sujet. Je veux dire, nous représentons quand même relativement peu de choses par rapport à leur production mondiale. Et donc, il n'est pas certain que nos mesures nationales aient un impact important sur leur stratégie mondiale. Et par exemple, c'est pour ça que je disais pour les prix, pour l'augmentation des prix, ça peut être une solution, mais partielle, parce que, évidemment, j'imagine, je ne suis pas un industriel, mais j'imagine que centraliser complètement, avoir qu'une chaîne de production représente des économies majeures pour un industriel, alors que le petit plus qu'on va donner, voilà, est-ce qu'il compensera voilà. Et je dirais même quand on met des pénalités, si le gain de productivité est majeur, que représente une pénalité pour un industriel? Il est possible aussi que ce soit difficile de se situer à ce niveau-là. Voilà. Donc, je crois qu'en effet, la loi dit qu'il faut des stocks. Il faut vérifier que la liste de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur est bien complète. Il faut qu'elle couvre toutes les situations délicates. Il faut faire respecter cette loi par des inspections. Après, quel va être le résultat final, voilà, c'est pas forcément évident. Il faut voir que quand même, ce sont maintenant, les entreprises pharmaceutiques sont des multinationales qui ont des intérêts mondiaux. Et je dirais de façon plus générale que c'est pour ça que la réponse européenne est importante, parce que le marché européen, avec des systèmes de santé très solidaires, quand même, qui prennent beaucoup de choses en charge, peuvent là avoir un poids que nationalement nous ne pouvons pas avoir. Et c'est vrai aussi pour les médicaments innovants. C'est pas vrai que pour les médicaments anciens. Donc c'est pour ça que là, l'Europe entière serait probablement plus forte pour lutter, pour imposer un certain nombre de contraintes que la France toute seule. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais voilà. Les bonnes pratiques après. Alors, les bonnes pratiques. Ben oui, alors ça, c'est un sujet qui existe même en dehors des pénuries, et sur lequel nous travaillons beaucoup. Les bonnes pratiques et la pertinence d'utilisation des médicaments, mais je dirais évidemment, elle prend une acuité encore plus particulière quand il y a une tension sur un produit. Donc évidemment, voilà. Là, en effet, nous sommes amenés à travailler avec les professionnels pour trouver des alternatives et pour, de façon plus générale, sur la pertinence des prescriptions en France, on a de très gros progrès à faire. Et je ne parle pas des médicaments en tension, là. Je parle globalement. On a de très gros progrès à faire. Certains pays qu'on nous cite souvent en exemple, comme l'Allemagne, certes, payent peut-être mieux ces professionnels de santé, mais ils ont des contraintes de prescription qui sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, ils sont censés... Bien sûr, la médecine n'est absolument pas une science exacte, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que ce ne sont jamais des recommandations, c'est du droit mou, c'est pas du droit dur. C'est parce que les situations cliniques en médecine sont tellement variées qu'il faut vraiment laisser la latitude aux professionnels d'apprécier
la situation clinique, mais néanmoins, je sais, mes collègues allemands, quand ils sont hors des clous pour une prescription, s'ils ne le justifient pas, eh bien, le patient n'est pas remboursé. Donc je peux vous dire qu'ils sont beaucoup moins souvent hors des clous et qu'ils le justifient. Donc voilà, alors ça c'est une réflexion générale, mais évidemment c'est d'autant plus important sur des médicaments en tension. Mais pas que pour ça, hein, utiliser à bon escient les antibiotiques, vous savez que ça a d'autres répercussions environnementales qui sont extrêmement importantes. Non, je disais, je vais laisser les questions parce que je vois que en termes d'horaire, c'est bon. J'ai peur de... Je suis. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Non. Donc merci beaucoup de vos réponses. Donc je propose qu'on passe la parole aux membres de la commission qui souhaitent vous interroger. Donc j'ai reçu dans l'ordre les demandes de questions de Madame Borchio-Fontimp, Madame Imbert, Monsieur Milon et Madame Harribey. Si vous en êtes d'accord, vous posez les questions les uns après les autres, en faisant court compte tenu de vos délais, voilà, de façon à ce que les premières réponses puissent se faire. Voilà. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, mes chers collègues, merci d'abord pour vos propos liminaires. Vous l'avez compris, vous ouvrez les travaux de notre commission d'enquête. Je vais vous poser directement la question pour gagner du temps. Alors, comme vous le savez, bien sûr, le cancer demeure la principale cause, la première cause d'ailleurs en France de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. Quant aux enfants, ils sont près de 500 à ne pas remporter le combat contre la maladie chaque année. Et face à une population vieillissante, l'augmentation des cancers est quasiment mathématique. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque de 10 à 15% des médicaments en pénurie sont utilisés dans le cadre de traitements contre le cancer. Alors, pour pallier à ce manque, l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé vient d'autoriser donc les pharmacies, on en a parlé, à produire elles-mêmes de l'amoxicilline, mais à titre exceptionnel et temporaire. C'était l'objet de la visite de ce jour. La Ligue contre le cancer réclame la création d'un établissement public du médicament qui travaillerait de manière coordonnée dans le cadre d'une participation publique-privée. Je rappelle que 3 cancérologues sur 4 ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments pour leurs patients. Donc ma question est la suivante. Pensez-vous que la création d'un tel établissement permettrait une meilleure gestion des stocks et ainsi qu'une meilleure anticipation? Je vous remercie. Madame Imbert. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice. Une petite remarque et puis 2 questions très courtes. La petite remarque, c'est aussi beaucoup de temps gaspillé dans le milieu pharmaceutique. Voilà, beaucoup de temps médical gaspillé, mais beaucoup de temps pharmaceutique. Je dis les professionnels de santé. Idem. 2 questions au regard de ce que vous avez dit en introduction. Vous avez évoqué les logiciels d'aide à la prescription. Dans quel délai moyen sont-ils intégrés au logiciel des professionnels de santé? Est-ce que vous le savez? Parce que ça doit vous demander du temps, de l'énergie. Vous allez produire quelque chose de qualité, mais si ça arrive dans les logiciels 3 mois après, c'est un peu dommage. Et deuxième question, vous avez dit... C'est pas méchant non plus comme question, c'est pour vous épargner du temps. Excusez-nous. Deuxième question, vous avez évoqué l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, et vous avez dit qu'elle s'était vue donner de nouvelles missions. Est-ce que, de façon très courte, nous dire quelles étaient ces nouvelles missions? Je vous remercie. Si c'est pas court, vous nous répondrez par écrit alors. Monsieur Milon. Oui. Merci. J'ai pas de questions. J'ai 2 observations à faire. D'abord, Madame la Présidente, la première, c'est que j'ai reçu l'invitation pour cette réunion d'aujourd'hui hier. C'est un peu court. Je suppose que c'est peut-être parce que je n'étais pas présent à la première réunion. J'aimerais les recevoir à l'avance parce que la commission m'intéresse beaucoup. Première chose. La deuxième chose... Et on est très heureux de vous compter parmi nous. Mais j'imagine, oui. Je ne suis pas sûr que ça durera, mais on verra ça par la suite. Ensuite, vous avez dit, Laurence a dit que vos invités recevaient les questions. Je faisais en sorte, quand je présidais les commissions, que les commissaires reçoivent les questions.
en même temps que la rapporteure et donc que les gens qu'on questionne. Ça pourrait être très intéressant que nous puissions recevoir les questions en même temps, de manière à pouvoir les étudier et à pouvoir un peu plus titiller nos invités. Donc je prends bonne note de vos remarques, chers collègues, et que je prends avec beaucoup d'humilité et auquel je souscris pleinement et entièrement. Soyez-en assurés. Mais je n'en doute pas un seul instant. Et j'ai une proposition à faire. J'ai bien écouté ce qu'a dit Madame la Présidente de la Haute Autorité de Santé. Je m'étais d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi c'était la Haute Autorité de Santé qui était convoquée dans une première réunion, dans la mesure où la pénurie de médicaments n'est pas directement dans ses compétences. Et j'aurais aimé... j'aimerais plus... Attends. Donc là, je propose qu'on fasse une séance spécifique pour qu'il y ait un tour de table de questions auprès de la présidente et de la rapporteure. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. On fera une audition spéciale. Mais je veux dire, j'aimerais revoir Madame la Présidente dans quelques temps, quand on aura déjà eu plus d'éléments sur la pénurie et sur la façon dont les observations qui ont été faites par elle sont intéressantes, en particulier celles que vous avez faites, Madame la Présidente, sur l'impact de la France par rapport à la stratégie mondiale des laboratoires pharmaceutiques. Je crois que c'est important et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut donner plus de pouvoir à l'EMA en particulier. Mais je pense, et je vous fais une proposition, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, qu'il faudra ne plus convoquer des agences un par un, parce qu'ils nous disent des choses qu'on est bien obligé de gober, puisqu'on n'a pas en face ceux qui doivent dire le contraire. Et par exemple, j'aimerais que si on convoque le CEPS, on convoque en face les laboratoires pharmaceutiques, pour qu'ils puissent discuter et que nous, on puisse en retirer la substantifique moelle. Donc, je n'ai pas de questions directes. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Directrice, d'avoir fait l'effort de venir à cette commission. Et j'espère vous revoir après que nous serons plus instruits. Donc, Madame la Présidente, Madame la Directrice, évidemment, ne sont pas parjure. Et bien évidemment... nous ne faisons pas preuve d'une naïveté excessive et elle n'utilise pas, évidemment, des paroles qui sont inappropriées ou inexactes. Voilà. Madame Haribé. Merci, Madame la Présidente. Par avance, je tiens à m'excuser, je dois partir à 30, donc j'espère que la réponse, par courtoisie aussi à votre égard, je vous prie de m'excuser. Vous avez bien dit que, en fait, vous réalisiez des évaluations médico-économiques qui servent de base à la fixation des prix, enfin, dans le cadre du CEPS qui négocie. Mais quand on parle d'évaluation médico-économique, on est bien obligé à un moment donné d'introduire des éléments économiques. Or, la rentabilité du médicament fait partie de ces critères-là. Et vous avez dit à juste titre que l'industrie pharmaceutique était une industrie mondialisée, mais on a une kyrielle de PME qui travaillent souvent sur la production de médicaments génériques et qui, elles, aujourd'hui, sont en grande difficulté par rapport à ce prix de médicaments trop bas. Est-ce qu'il ne faut pas complètement revoir, enfin ça c'est votre expérience, indépendamment de la compétence de l'autorité, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir complètement cette politique de fixation des prix en fonction de la nature des médicaments, de médicaments dits matures, d'intérêt thérapeutique majeur, et puis des médicaments innovants, parce que je pense que on ne peut pas raisonner de la même manière, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan économique, avec ces deux types de médicaments. Et la deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est que si on poursuit le raisonnement, à un moment donné, on va se poser la question du prix. Et si on se pose la question du prix du médicament, c'est aussi par rapport à la santé publique, un enjeu de santé publique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une production, un accord partenariat public-privé, un peu comme les Américains l'ont fait avec le projet Civica, qui associe près de 900 hôpitaux publics à la fabrication de médicaments et qui donc
finalement distingue ce qui est du domaine de la recherche et de l'innovation et ce qui est du domaine du médicament, pas basique, c'est pas le terme exact, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on est arrivé à un moment où la politique de santé doit être complètement revue et réfléchie, y compris en intégrant la question européenne dans cette organisation-là. Je vous remercie. J'y vais. Oui, je vais peut-être commencer par la dernière question. Vous avez la parole. Madame la sénatrice, vous partez. Alors je dirais que je me suis mal fait comprendre parce que ce dont j'ai parlé, il existe une commission spécifique pour l'évaluation médico-économique des produits qui sert au CPS pour la fixation du prix, mais qui ne se fait que pour les médicaments qui ont des impacts budgétaires très importants. Ce dont j'ai parlé avant, c'est une évaluation médicale, scientifique, pure. Qu'est-ce qu'apporte le médicament pour la santé du patient et qu'est-ce qu'il apporte en plus par rapport au reste. Et la France, par rapport à d'autres pays, a voulu totalement dissocier cette étude scientifique, médicale, et c'est pour ça que la HAS est une autorité publique indépendante aussi, de l'évaluation médico-économique et du coût pour les régulateurs, je dirais. Ce qui, c'est pas que c'est pas important, mais voilà. Il y a des pays comme l'Angleterre qui associent les deux et qui n'évaluent un produit que sur du médico-économique. Ce n'est pas le cas en France, et a priori, dans le nouveau règlement européen d'évaluation des produits de santé, ce n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une évaluation médicale. Donc ça, je tenais à le dire. Ensuite, faut-il changer la politique de fixation des prix? Alors vraiment, ça dépasse mes compétences. Je pense que c'est vraiment un problème très complexe, qui vraiment, avec beaucoup d'aspects qui ne sont vraiment très peu médicales, je le crains. Vous dites que les médicaments innovants sont très différents des anciens médicaments. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est surtout qu'on a vu exploser le prix des nouveaux médicaments. Je veux dire, quand les médicaments de l'hépatite sont arrivés, souvenez-vous, vu qu'il y avait une population très importante à traiter, des prix de 200 000 € paraissaient astronomiques. Moi, quand je suis arrivée à la HAS, l'innovation la plus chère, quand je l'ai vue arriver, elle coûtait 1 million d'euros le traitement. C'était, voilà, là maintenant, on voit des produits à 3 millions d'euros. Donc, je veux dire, on voit bien que les prix des innovations n'ont rien à voir avec les coûts de développement, coûts de recherche, et sont basés sur autre chose qui est la velléité à payer des plus riches de ce monde. Et ensuite, la France, enfin, je dirais qu'on est bien obligé de s'écranter comme ça, et on est bien obligé de suivre, sinon les laboratoires ne nous livreront pas les médicaments. Donc, bon, ça, c'est des considérations. Donc après, faut-il, pour certains produits, produire en France? Est-ce que les expériences précédentes qu'on a faites dans d'autres domaines ont été concluantes ou pas? Ça mérite d'être évalué. On a des pharmacies centrales, on en a 3 en France, pharmacie des hôpitaux de l'assistance publique, enfin, on a 3, il y en a 3. Voilà, exactement. Est-ce qu'il faut leur donner un autre rôle pour certains produits? Là encore, il y a énormément de facteurs qui rentrent en cause, enfin en question, et je n'aurai pas de réponse univoque. Toujours est-il que c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye très très cher les nouveaux médicaments qui arrivent. Faut-il payer très cher aussi les anciens? Et qu'est-ce qui reste de l'ONDAM pour le reste? Dans ces cas-là, ça finit par devenir une question globale, c'est-à-dire on voit bien que nos hôpitaux actuellement n'ont plus suffisamment de ressources. Donc, quelle est la velléité à payer et à quel prix? Mais en sachant que quand même, il faut le savoir, les laboratoires pharmaceutiques, si le prix ne leur convient pas, ils vont ailleurs. Je veux dire, c'est plus des marchés captifs, Fabienne. Donc c'est un risque aussi qu'on ne veut pas faire courir à nos patients, de ne pas avoir accès à une innovation, à un médicament, et c'est pour ça qu'on les paye si cher. Voilà. Alors, pour ce qui est du temps des pharmaciens,
je partage totalement, c'est-à-dire que tout ça demande beaucoup de temps aux professionnels de santé en général. Voilà. Je n'ai pas d'idée précise sur le temps moyen d'implantation par les éditeurs. Je sais que s'ils n'implantent pas dans des délais raisonnables, ils ont des pénalités, mais qu'en même temps, on n'a pas sur les logiciels. Sur la question, voilà, sur les logiciels. Nous n'avons pas de retour. Je crois que personne ne recense exactement. Est-ce que quelqu'un est chargé d'un recensement et d'un contrôle de ces délais? Je n'en suis pas sûre. L'EMA, j'en avais déjà parlé. Je crois qu'en effet, l'EMA s'est vu confier des missions dans le cadre justement, comme l'ANSM, la gestion des produits en tension, mais au niveau européen, et que les travaux n'ont pas démarré encore. Mais je pense que c'est en effet à l'échelon européen qu'on peut avoir un petit poids sur les industriels et très peu à l'échelon national. Et puis un établissement public du médicament, j'ai répondu, c'est vraiment une problématique complexe. Mais sur ce point-là, je suis sûre que Fabienne, dans ses anciennes fonctions, puisqu'elle a dirigé la NSM par le passé, a peut-être d'autres éléments. J'y suis, donc, Fabienne. Oui, non, c'est vrai que c'est important de... Enfin, à vrai dire, c'est dommage parce que la sénatrice qui a posé la question est partie. Voilà, c'est ça, non, mais pour que je lui pose la question d'exactement ce qu'elle entendait par un établissement public-privé du médicament. Enfin, ça me paraissait vraiment très large. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est, puisque j'étais dans d'autres fonctions, mais en tout cas... J'étais dans des fonctions ministérielles quand la HAS a été créée, et donc la Commission de la transparence et la CNEDIMS, qui est la Commission pour les dispositifs médicaux, ont quitté l'ancienne AFSAPS pour créer la HAS en s'agglomérant à l'ANAS. Ce que le législateur à l'époque avait en tête, c'est vraiment d'assurer l'indépendance de l'expertise scientifique du remboursement. Et donc d'avoir vraiment une expertise scientifique qui soit transparente, rigoureuse, faite sur des bases claires, accessibles à tous, et qui permettrait à tous, les professionnels, toutes les parties prenantes, les citoyens, les professionnels de santé, d'avoir une visibilité sur les critères qui permettaient ou non d'admettre un produit au remboursement, ou voire de le désinscrire également, de le radier du remboursement, comme ça a été fait assez récemment sur l'homéopathie notamment, où le rôle et l'indépendance de la HAS ont été primordiaux pour garantir, si vous voulez, que les critères selon lesquels la Haute Autorité de Santé avait évalué ces produits et avait rendu son avis en donnant un service médical rendu insuffisant pour absence de preuve d'efficacité, justement, étaient accessibles à tous, et que, en tout cas, que ce n'était pas une décision politique, mais que c'était bien une décision scientifique. Et je pense que de ce point de vue-là, il est important de préserver, surtout après la période qu'on vient de passer avec le Covid et qui vont sans doute perdurer sur un certain nombre de sujets sensibles, on le voit encore aujourd'hui, je pense que c'est important de préserver cette indépendance scientifique et de la détacher justement de toute influence, je dirais, globale, puisque l'admission au remboursement, enfin la mise sur le marché et les autorisations de mise sur le marché au niveau européen se font au regard des textes européens, donc, qui agglomèrent quand même ce que veulent 27 États membres, jadis 28 d'ailleurs pour les textes en vigueur aujourd'hui. Et donc je pense que c'est important, si vous voulez, de distinguer ces deux sujets, puisque effectivement la liberté de circulation des biens et des services, c'est dans les traités européens, donc c'est important qu'en termes d'accès au marché, cette autorisation soit européenne. En revanche, les systèmes de remboursement, comme vous le savez, sont très très différents, ne répondent pas aux mêmes critères, n'ont pas les mêmes logiques ni les mêmes histoires, et ont beaucoup de complexité. Et je pense que c'est important d'avoir une institution comme la Haute Autorité qui permet de donner une évaluation indépendante, scientifique, de qu'est-ce qu'on retient pour l'admission au remboursement. Donc voilà pour répondre à cette question. Je dirais que peut-être juste pour... Juste une précision par rapport aux éléments que vous avez donnés. Moi, effectivement, je trouve que c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas d'évaluation médico-économique.
Il y en a une, mais indépendante. Non, mais j'ai fait un raccourci, mais séparé de l'évaluation, de la Haute Autorité de Santé, ça me paraît très important. Et en même temps, vous nous avez dit, cette évaluation de la Haute Autorité, donc qui se base sur, je vais le dire vite, le service de santé rendu, voilà. Vous dites, comme ça, il permet de la transparence. Mais cette évaluation de la Haute Autorité de Santé, elle est directement communiquée pour l'évaluation des prix, ou elle est, parce que je n'ai pas vérifié cet élément-là, ou bien elle se trouve en toute transparence, comme on peut voir dans les comptes rendus de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Est-ce que votre évaluation est transparente d'un point de vue, j'allais dire, tout venant? C'est cette question-là que je n'ai pas. Avant que vous répondiez, on va prendre la dernière question de Mme Müller-Braun, et les autres fois, on demandera vraiment à tout le monde de se signaler dès le départ. Ça sera plus simple pour nos interlocuteurs. Merci Madame la Présidente. C'est une question qui m'est venue en vous écoutant, en fait. Concernant par exemple l'homéopathie, vous disiez que c'était bien un regard scientifique et non pas un regard politique. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que ce regard scientifique, il est le même pour toute l'Europe ? Puisque si on parle, vous avez évoqué l'homéopathie, il y a des pays européens qui ont un autre regard. Et si c'est un regard scientifique, on peut imaginer qu'il n'y a pas de frontières. Et la science étant... Voilà, ma question, vous l'avez comprise. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai deux réponses. Alors d'abord, l'analyse médico-économique, elle est aussi à l'HAS, mais elle est totalement séparée, une commission indépendante. La commission de la transparence, c'est une commission, elle qui fait le médical, enfin la scientifique, je dirais, voilà, service médical rendu. Et ensuite, et c'est bien aussi qu'il y ait une évaluation médico-économique, parce que quand on a des produits qui arrivent avec des tels prix, il faut savoir si c'est ce qu'on appelle le coût par quali, c'est-à-dire combien paye-t-on l'amélioration, parce que des fois on paye très cher une petite amélioration, et des fois, voilà, il faut relativiser aussi le coût par rapport à l'amélioration. Pour ce qui est de la transparence, chez nous, et la Haute Autorité de Santé qui a été créée par nos assemblées, elle a une totale transparence et une obligation de totale transparence, à la fois dans ses travaux, dans ses méthodes, dans tous les débats. C'est-à-dire la commission de la transparence, tous les débats sont enregistrés, donc accessibles. D'ailleurs, j'ai eu des professionnels hier qui sont venus râler parce qu'ils avaient trouvé une appréciation trop sévère, et on peut en reparler, parfois qui pose problème. Et donc, ils ont écouté tous les débats de la commission, etc. Donc, c'est accessible sur notre site à qui le veut. Tout est totalement transparent. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, parce que voilà, on peut ne pas être d'accord avec une appréciation, mais elle est collégiale et complètement transparente, avec des phases contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des experts. Évidemment, les commissions ne peuvent pas avoir toutes les expertises, toutes les spécialités médicales ne sont pas représentées, donc on auditionne aussi des experts extérieurs. Et puis, si l'industriel n'est pas content de son appréciation, il revient en phase contradictoire, il amène aussi des experts. Et donc, voilà, l'ensemble du processus est totalement transparent. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Le regard scientifique, c'est un regard scientifique, et j'ajouterais qu'il y a des patients dans toutes nos commissions et qu'ils ont un regard extrêmement pertinent sur l'appréciation des médicaments et des innovations, et qu'ils ont vraiment tout un rôle à jouer extrêmement important, d'abord parce que sur leur vision des traitements ou des améliorations sur la qualité de vie, qui sont parfois moins pris en compte par les patients, les médecins qui voient surtout l'allongement de la durée de vie ou la guérison, je dirais, ou la partielle ou totale. Mais en tout cas, le regard des patients sur les traitements, comment ils les supportent, sur les effets secondaires, sur l'amélioration de leur qualité de vie sont extrêmement importantes. Donc je dirais que cette transparence cette participation des patients est très très importante. Alors ce regard scientifique, alors je dirais sur l'homéopathie, on est le seul pays à avoir évalué scientifiquement l'homéopathie sur la demande d'Agnès Buzyn à l'époque, qui, pour, je dirais, mettre fin à des controverses, voulait qu'il y ait une évaluation. Et voilà, ce que nous avons dit
humblement aux personnes parce que nous avions fait une consultation publique dans nos méthodes, en particulier pour les vaccins, mais aussi certains médicaments très sensibles socialement, sociétalement. Nous faisons des consultations publiques et nous avons dit, nous ne disons pas que c'est inefficace pour certains patients, nous disons qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité dans ce que nous avons pu réunir, à la fois dans la littérature extensive, vraiment, et à la fois dans ce que nous ont dit les professionnels de santé. Voilà. Mais ce regard, alors sinon, en dehors d'un sujet particulier comme ça, notre analyse, elle est basée sur des dossiers déposés par les laboratoires, des dossiers d'études de différentes phases. Il y a des phases 1, 2, 3, etc. Et ces dossiers-là, ce sont les mêmes, en général, pour tous les pays de l'Europe. C'est-à-dire que et les critères d'après. Alors, les méthodes d'évaluation ne sont pas les mêmes, et c'est tout le travail qui est en train d'être fait en ce moment par mes équipes. C'est travailler avec les autres pays européens pour avoir une démarche commune, une évaluation qui convienne à l'ensemble des pays européens. C'est pas si simple. Mais en tout cas, ce regard, sur le plan du regard scientifique, de l'appréciation scientifique, il peut être mis en commun. Après, il restera à chaque pays ce qu'on appelle le jugement de valeur, c'est-à-dire ce qu'il veut rembourser ou pas et le prix qu'il est prêt à payer. Ça, c'est national. Mais l'analyse scientifique des dossiers peut être partagée. Merci beaucoup de ces réponses assez complètes, vraiment, Madame la Présidente et Madame la Directrice Générale. Est-ce que vous souhaitez porter d'autres éléments à la connaissance de la Commission parce que nous n'avons pas forcément abordé toutes les questions, et à titre personnel, j'ai juste un questionnement, c'est sur la question de la saisine, sur le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. Est-ce que c'est une autosaisine? Est-ce qu'il vous arrive de vous autosaisir un peu comme ça parce que vous sentez qu'un sujet pourrait émerger, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une saisine un peu officielle sur les sujets? Et est-ce qu'il y a des saisines systématiques à l'arrivée d'un nouveau médicament, puisque en réalité votre avis est essentiel. On l'a vécu pendant la période de la Covid, la grosse phase épidémique et les vaccinations, mais on voit bien que ce que vous apportez est un regard différent, et justement parce que c'est pas exactement la même chose que le regard économique et la question du remboursement, vous participez pleinement aux politiques de santé publique et notamment du soin. Tout à fait. Alors, je dirais qu'il y a deux types d'entrées dans nos travaux. Tout ce qui est évaluation des produits ou des actes médicaux en vue d'un remboursement. Alors, pour les produits de santé, ce sont les industriels qui déposent un dossier chez nous. Et nous évaluons un produit. Nous ne pouvons l'évaluer d'ailleurs que quand un industriel nous dépose un produit et nous demande de l'évaluer. Voilà, donc ça, c'est une entrée. Par contre, pour tout ce qui est recommandation de bonne pratique, pertinence, etc., nous travaillons sur saisine du ministère, des associations, des conseils nationaux professionnels et pour certains sujets en autosaisine. Pour les médicaments, il y a quand même des travaux qui sont en autosaisine, c'est quand nous voulons réévaluer toute une classe de médicaments. Il y a eu, par exemple, des arrivées successives des améliorations des nouveaux médicaments en masse, et nous voulons avoir à nouveau une vue globale sur le traitement des différentes phases d'un traitement, diabète, etc. Quand les choses ont suffisamment changé et quand nous y arrivons, parce que ça demande beaucoup de ressources et que, vu le nombre de dossiers qui arrivent, on a beaucoup de mal, et pour le vaccin, je ne vous cacherai pas qu'on a beaucoup de mal à assurer. Quand nous y arrivons, nous prenons le temps de revoir complètement une classe thérapeutique et la stratégie d'utilisation de chacun et de chaque médicament. Et ça demande du temps. C'est très utile aux patients et aux prescripteurs en particulier. Je dirais juste pour terminer que pour moi, il y a deux aspects différents. Il y a la prévention des pénuries avec des aspects industriels qui sont complexes et qui me dépassent beaucoup. Enfin, on peut essayer de gérer et d'essayer de prévenir, mais il faut vraiment se mettre tous autour de la table et travailler pour voir comment on peut limiter, je dirais. Et puis après, il y a la gestion de la pénurie après, et où là, en effet, plus on anticipe
les choses et mieux on se porte, parce qu'au moins on ait des processus de travail coordonnés, de façon à apporter une réponse rapide aux professionnels et aux patients. Et donc pour la gestion de la pénurie elle-même, pas pour l'anticipation, mais pour l'anticipation aussi, pour la prévention, l'anticipation est importante aussi. Mais je dirais que l'anticipation de la gestion de la pénurie, de l'information des professionnels, des outils pour arriver à leur faciliter le travail dans ces conditions-là est extrêmement importante. Donc là, on a des progrès tous à faire. Juste, pardon. Dans le cadre de la prévention de la pénurie, je vous rejoins complètement. Mais quand on demande au ministre de faire de la prévention de la pénurie, ils ont tous ce syndrome Bachelot quand même. Souvenez-vous, H1N1, où on avait beaucoup acheté de vaccins, beaucoup acheté de Tamiflu, beaucoup acheté etc., qui n'ont finalement pas servi, et à qui on a reproché ensuite à la ministre d'avoir trop acheté. Donc il y a une limite à tout. C'est pour ça que je dis que c'est très complexe et que je me garde bien de donner une solution univoque, parce que je pense que c'est en effet très complexe. Il ne faut pas mettre de l'argent non plus dans ce qui ne va pas servir. Voilà. Et puis les process industriels sont ce qu'ils sont. Je ne sais pas si c'est un établissement public qui est le plus dont c'est la mission. Vraiment, c'est très compliqué. Mais... Non, mais disons-le, il y a quand même les anticipations classiques, oui. Les crises épidémiques hivernales, et notamment concernant les nourrissons, je pense que ça fait partie et les besoins en corticoïdes en gouttes, par exemple, pour ne citer que cette question-là, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Donc il y a le conjoncturel et il y a le structurel.